Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Ilan, je suis israélien et j'habite en Israël. Et dans cette vidéo, je voudrais réagir à la vidéo de Mathilde Panot de la France Insoumise. Elle a publié sa vidéo sur sa chaîne il y a 6 jours, donc le 3 octobre 2024. Et je voudrais réagir à cette vidéo-là. Alors la vidéo parle de plusieurs sujets. Je vais bien sûr me concentrer sur la première partie qui parle de la guerre au Liban. Il y a là-bas beaucoup de choses intéressantes et je pense qu'on va y aller. Allez, alors on commence et on va voir. D'abord, je veux commencer évidemment par ce qui se passe au Liban, qui est très grave et qui risque d'entraîner l'ensemble du Proche-Orient dans une guerre généralisée, dans une guerre totale. Ce sur quoi nous alertions depuis des mois est en train de se dérouler sous nos yeux. Que s'est-il passé au Liban? D'abord, il y a eu les explosions et les attaques qui ont été faites à la fois sur les beepers, les talkies, mais aussi des ordinateurs, des téléphones que nous... Alors déjà, on commence déjà avec deux problèmes. Non, ça n'a pas commencé à ça du tout. D'accord, c'était à mi-septembre. Ça a commencé le 8 octobre quand le Hezbollah a décidé de commencer à tirer sur Israël des missiles, des roquettes, alors que ça faisait à l'époque 17 ans, depuis 2006, que la situation était complètement calme entre Israël et le Liban, entre Israël et le Hezbollah. Et c'est le Hezbollah qui a décidé de commencer à attaquer Israël le 8 octobre et qui n'a pas cessé depuis presque un an, jusqu'à mi-septembre. D'accord, pendant presque un an, des tirs quotidiens plusieurs fois par jour entre des dizaines et des centaines de missiles et de roquettes destinés directement sur des civils, des fois même des tirs à bout portant sur les civils, d'accord, directement visés des maisons, des appartements ou des voitures de civils qui roulaient sur les routes, qui ont fait des dizaines de morts du côté israélien. Donc c'est là que ça a commencé. Ça n'a pas commencé avec les attaques au Biper. Deuxième chose là, Mathilde Panot n'a pas très bien fait ses devoirs. C'est vrai que des beepers et des walkie-talkies ont explosé. Par contre, des téléphones et des ordinateurs, pas du tout. Alors, je sais que c'est juste un petit détail très important, mais ça montre à quel point elle ne s'est pas préparée du tout. Et puis, elle met sa caméra en marche et elle commence à, on va dire, tout ce qui lui passe par la tête. On va voir que ce n'est pas la seule fois que ça lui arrive dans cette vidéo. Condamné, que l'ONU a condamné, en rappelant que les objets civils ne devaient pas être utilisés comme des armes pour tuer ou mutiler. Et c'est ce qui s'était passé avec notamment des enfants qui avaient été tués dans ces attaques. Alors là, juste pour dire, c'est vrai que peut-être qu'on n'a pas le droit de se servir d'appareils civils, d'accord, pour la guerre. Le Hezbollah, exactement comme le Hamas dans la bande de Gaza, se sert littéralement de civils, d'accord. Il met ses infrastructures dans des villages et dans des agglomérations civiles, dans des maisons, d'accord. On a vu même une photo d'un missile, d'un gros missile qui était juste dans le grenier d'une maison, littéralement une maison normale en plein village. Là, je n'ai pas entendu Madame Panot se plaindre de cela. Ensuite, les bombardements ont commencé. Et nous sommes d'ores et déjà, depuis la semaine dernière, à 1000 morts civils au Liban, mais surtout à 1 million de déplacés au Liban, c'est-à-dire un sixième de la population qui a dû partir sur les routes et s'enfuir suite au bombardement israélien. C'est, selon le président libanais, le plus grand déplacement historique de population à l'intérieur même du Liban. En plus de cela, en une semaine, Israël a bombardé le Liban, le Yémen, la Syrie. Et faute d'avoir arrêté Netanyahou sur le génocide. Bon, là, on arrête une minute. Le Liban, le Yémen, la Syrie, enfin, c'est comme si ça tombait du ciel, tout d'un coup, Israël décidait d'attaquer tout le Moyen-Orient. Non, on a attaqué le Liban parce que ça fait un an qu'on est attaqué par le Liban. Le Yémen, ah mais non, c'est le Yémen qui nous a attaqués. Enfin, pas le Yémen lui-même, les Houthis du Yémen. Et donc, Tsahal, l'armée israélienne, a riposté contre les Houthis au Yémen. Alors ça, elle oublie complètement de le rappeler, d'accord. C'est comme si ça n'existait pas. Les Houthis ont envoyé des missiles balistiques, des drones d'attaque sur Israël. Je vous rappelle que jusqu'à il y a 6 mois, à peu près, ou 8 mois, personne au monde ne connaît même le nom des Houthis, d'accord. Ils sont devenus tout d'un coup très célèbres par le fait qu'ils ont attaqué Israël, aussi qu'ils bloquent ou qui font des problèmes aux navires de transport maritime dans leur région. Israël n'a fait que réagir et n'a pas d'elle-même décidé d'attaquer le Yémen. D'accord. Donc c'est une exposition, la façon dont elle expose les choses, qui est complètement détraquée. En cours à Gaza sur la poursuite. Alors bon, là, c'était coupé au milieu son mot. Elle parlait de génocide à Gaza. Alors ça, j'en ferai une vidéo dédiée, d'accord. Parce que l'histoire de génocide qui part à travers le monde à Gaza, non. Il y a un très très grand problème à Gaza. Il y a des dizaines de milliers de morts, y compris civils. C'est une catastrophe dont il faut absolument parler. Mais ce n'est pas un génocide. J'en ferai une vidéo séparément. La colonisation qui a lieu en Cisjordanie, eh bien...
Alors là, c'est vrai qu'il y a un problème de colonisation en Cisjordanie, d'accord? Il y a des grands désaccords entre Israël et les Palestiniens à propos de ça. Le monde entier, y compris les pays qui sont des grands amis d'Israël, voudraient l'indépendance des Palestiniens. Je ne rentre pas dans cette question-là, j'ai mon idée personnelle. Personnellement, je pense que les Palestiniens devraient avoir leur indépendance, mais là n'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce que ça a à voir avec l'histoire du Liban? D'accord? Ça, c'est une manipulation que je vois qui est très récurrente chez tous ceux qui sont contre Israël de façon automatique, non pas ceux qui sont contre la politique israélienne, une très grande différence entre ceux qui sont contre la politique israélienne et ceux qui sont contre Israël. Tous ceux qui sont contre Israël, dès qu'ils arrivent à un point qu'ils n'ont plus d'arguments contre Israël, ils mettent l'histoire palestinienne en face. Là, elle est en train de parler du Liban, tout d'un coup, elle reparle de, de, de l'histoire des Palestiniens. Cela aussi, nous l'avions dit, si Netanyahou n'était pas arrêté sur ces violations manifestes du droit international, sur la violation, sur les recommandations qui avaient été faites dès janvier de la Cour internationale de justice pour prévenir le génocide à Gaza, eh bien, laisser en toute impunité Netanyahou continuer, allait lui donner les moyens de pouvoir encore continuer. Et je vais même vous dire, Netanyahou ne cherche que cela, parce qu'il a besoin d'avoir une guerre totale, et notamment une guerre contre l'Iran, qu'il cherche depuis très longtemps, depuis... Guerre contre l'Iran qui cherche depuis très longtemps. Alors, personnellement, je peux savoir, c'est pas très important, mais je n'ai jamais voté Netanyahou, je ne suis pas pour Netanyahou, mais dire que Netanyahou cherche la guerre contre l'Iran, c'est ridicule. D'accord? Tous les proxys là tout autour sont l'Iran. Le Hamas, c'est l'Iran. Le Hezbollah, c'est l'Iran. Les milices irakiennes qui tirent sur Israël aussi, d'accord? Je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais il y a des milices irakiennes qui tirent des missiles balistiques sur Israël, c'est l'Iran. Les Houthis au Yémen, c'est l'Iran. D'accord? Et l'Iran est un pays, le seul pays au monde qui déclare vouloir éradiquer et gommer de la surface de la terre un autre pays. D'accord? Depuis des années et des années, l'Iran déclare qu'elle veut la destruction totale d'Israël. Et dire qu'Israël cherche Netanyahou, ou Netanyahou cherche la guerre avec l'Iran, mais c'est complètement aberrant, d'accord? Israël n'a pas attaqué l'Iran, c'est vrai qu'il a attaqué un Iranien sur le sol syrien, enfin c'était pas un consulat, c'était enfin ça appartenait à l'Iran, j'ai oublié le mot, excusez-moi, et c'est vrai, c'était un Iranien qui était responsable de faire passer des armes au Hezbollah. À part ça, Israël n'a pas cherché l'Iran, qui, par 2 fois, a attaqué à raison de centaines de missiles balistiques, missiles de croisière, drones, etc. Au moins 6 mois, pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Voilà ce qu'est en train de faire Netanyahou. Alors, ça, c'est un commentaire. C'est vrai que tout le monde pense que Netanyahou voudrait continuer la guerre d'une certaine façon pour son histoire politique, pour sa survie politique. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est vrai, en Israël aussi. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'Israël, pour l'instant, est dans le Liban en train de combattre pour se défendre suite à des attaques d'une année entière de Hezbollah envers Israël. Vous avez un doute sur quel est l'objectif que poursuit Netanyahou en frappant notamment le Liban, qui est un pays allié de la France et sur lequel la France devrait réagir beaucoup plus fermement que ce qu'elle l'a fait. Israël aussi est un pays allié de la France, d'accord? Ça ne veut pas dire... de toute façon, Israël ne veut pas attaquer le Liban en tant que Liban. Mais le Hezbollah, alors je suis désolé, s'il y a une milice qui a pris contrôle de la moitié d'un pays, c'est pas notre faute en Israël, d'accord? Désolé. Vous avez dit la semaine dernière que la première réaction de Macron a été de dire après les bombardements que le chagrin avait frappé les Libanais. Non, ce n'est pas le chagrin qui a frappé les Libanais, ça s'appelle l'armée génocidaire de Netanyahou. Non, ça s'appelle l'armée de défense d'Israël, pas l'armée génocidaire de Netanyahou. De nouveau, on remet l'histoire de génocide, même que maintenant elle ne parle plus de Gaza, mais elle parle du Liban. Israël veut génocider tout le monde, n'importe quoi. C'est l'armée de défense d'Israël, et on attaque le Liban, ou sur le sol libanais, à cause de Hezbollah. Frapper les Libanais. Si vous avez un doute sur leur intention, vous n'avez qu'à regarder ce que disent certains des ministres de Netanyahou. Et notamment un ministre qui a dit directement: le Liban a beau avoir un drapeau, le Liban a beau avoir des institutions, ce n'est pas un État souverain, et Israël doit redéfinir ses frontières. Alors là, j'arrête une seconde. Étant israélien, j'ai accès bien sûr à tous les médias israéliens. J'ai cherché beaucoup un ministre israélien qui a dit quelque chose comme ça. Je n'ai pas trouvé. J'aimerais bien qu'elle nous cite les sources pour qu'on puisse retrouver ça. Alors, je ne dis pas qu'elle ment, je dis que moi, je n'ai rien trouvé de ce genre-là. C'est vrai qu'on a en Israël certains ministres qui sont extrémistes, d'accord, et personnellement, je suis absolument contre eux, et je ne veux pas dans le gouvernement, mais bon, je ne décide pas tout seul. Néanmoins aussi, un ministre dit quelque chose, il faut pas tant que les actes ne sont pas mis en action, il ne faut pas prendre ça trop difficilement. Je rappellerai que dans le monde entier, tous les politiciens, y compris en France,
des fois disent des slogans, et quand ils sont un petit peu énervés, ils disent un petit peu n'importe quoi. Ce n'est pas propre à Israël, ça. Et le fait qu'un ministre dit une chose, bon, c'est problématique, mais ça ne veut rien représenter plus que ça, tant que les actions ne sont pas mises de façon effective. De toute façon, je répète, je revois la source de ça parce que je n'ai trouvé rien qui dit qu'un des ministres israéliens a décidé qu'il fallait redessiner la frontière avec le Liban. C'est clairement une violation de la souveraineté du Liban qui est en cours. Et surtout, il faut faire attention aux termes. Partout, dans les grands médias, dans les médias officiels, on raconte la propagande de Netanyahou, qui est de dire que ce n'est pas une invasion du Liban qui est en train d'être faite, mais une opération limitée, comme ils le disent. Pourquoi je dis que c'est la propagande de Netanyahou? Parce que opération limitée, nous connaissons. Et qui a déjà utilisé cette expression? D'abord Netanyahou lui-même, lorsqu'il était entré à Gaza en octobre 2023, et ensuite c'est ça qui a donné cours derrière au génocide, il avait... Bon, encore une fois, la terminologie de génocide, on ne va pas en reparler, je ferai une vidéo. Suivez ma chaîne si vous voulez voir quand je publierai cette vidéo. C'est vrai qu'au début de la guerre à Gaza, on a commencé par une opération restreinte, mais il n'était d'aucune façon là-bas de rester restreint, pas du tout. Là-bas, c'était de façon claire et nette. Ça a pris 3 semaines jusqu'au début de l'attaque israélienne, l'attaque terrestre israélienne. Les bombardements par avion ont commencé immédiatement, mais l'attaque terrestre a commencé 3 semaines après le 7 octobre. Ça a commencé par, c'est vrai, des petites opérations, mais c'était tout à fait évident et clair et net et bien déclaré que ça allait devenir une opération de très grande envergure qui était là pour essayer de complètement stopper le Hamas et de détruire le Hamas. Qu'il faisait une opération limitée à ce moment-là. Première chose. Mais surtout, Poutine, lorsqu'il est entré en Ukraine, en violation des frontières, lui aussi avait dit qu'il faisait une opération spéciale en Ukraine seulement. Et l'opération spéciale en Ukraine qu'il avait fait à ce moment-là a donné lieu derrière à déjà un conflit qui dure depuis 2 ans et 7 mois et qui a déjà provoqué, côté russe et côté ukrainien, 1 million de morts et de blessés. Donc, oui, la seule différence, c'est que Poutine est entré en Ukraine pour conquérir une partie de l'Ukraine, qu'il veut approprier à la Russie, tandis qu'Israël est entré dans la bande de Gaza pour combattre le Hamas, qui a fait le plus grand acte de terrorisme, le plus grand massacre depuis la création de l'État d'Israël, et qu'Israël entre au Liban, aussi même chose, non pas pour conquérir le Liban, non pas pour faire une occupation, mais pour combattre les terroristes. Et le jour où on aura éradiqué ces terroristes-là, alors c'est pas facile, c'est très difficile, d'accord? Le jour où on les aura éradiqués, on sortira. Il n'est aucunement, il ne s'agit aucunement de vouloir faire une occupation israélienne, ni à Gaza, ni au Liban. De nouveau, c'est vrai qu'il y a au début de la guerre certains ministres israéliens qui après ont été stoppés par Netanyahou, qui ont dit qu'ils voulaient reconquérir la bande de Gaza et remettre des implantations là-bas. Non, pas du tout, ça ne va pas aller voir ça. On n'en est pas là du tout. Poutine veut conquérir une partie de l'Ukraine, tandis qu'Israël veut juste se défendre contre les terroristes. Nous savons très bien, ceux qui reprennent ce terme-là sont des gens qui laissent croire qu'il y a une petite incursion et puis qu'ensuite rien ne va se passer. Ce qui est en train de se préparer est une guerre totale, qui serait dramatique dans la région et qui est dramatique pour le peuple libanais et dont nous voulons assurer toute notre solidarité. Et qui est dramatique aussi d'ailleurs pour le peuple israélien. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Deuxième écueil qu'il faut éviter, et sur lequel il vous raconte à tout va que c'est ça qui est en train de se passer, de même que pour nier le génocide, ils expliquent qu'il y a une guerre Israël-Hamas, ce qui permet de ne pas parler du génocide sur le peuple palestinien. Encore une fois, le génocide. Netanyahou explique qu'il y a une guerre Israël-Hezbollah. Je rappelle que le Hamas et le Hezbollah, ce n'est pas exactement la même chose. Alors là, je suis curieux de voir un petit peu quelles vont être ces explications de la différence entre le Hamas et le Hezbollah. Ça doit être très très important de savoir que le Hamas est rentré à égorger des gens au portant, tandis que le Hezbollah se contente juste de tirer de l'extérieur. Je sais pas, enfin, on va voir, c'est intéressant. On parle de 30 000 combattants, le Hezbollah, on parle de 200 000 personnes, et le Hezbollah a des députés qui sont élus au Parlement libanais. Donc, Oui, alors s'il a des députés au Parlement, alors ça veut dire qu'il a le droit de tirer sur les Israéliens? Je ne vois pas le rapport. Pas du tout des mêmes formes d'organisation. Ce n'est pas une guerre contre le Hezbollah qui est menée, c'est une guerre... Si, c'est une guerre contre le Hezbollah. Contre la nation du Liban tout entière. Non, pas du tout, ce n'est pas une guerre contre la nation du Liban.
Et vous n'avez qu'à voir les immeubles qui sont détruits d'un coup dans des bombardements, avec des enfants qui meurent, qui n'ont rien à voir avec le Hezbollah. Je voudrais bien qu'on m'explique, quand des enfants sont bombardés, quel rôle dans l'organigramme du Hezbollah ils avaient. Manipulation sentimentale du plus bas niveau. C'est une guerre terrible, une guerre c'est une horreur. La guerre est une horreur. Et c'est le Hezbollah, mais ses bases, en plein milieu de cités civiles, de villes civiles, dans des bâtiments civils. Alors oui, il y aura des innocents qui seront morts. Et non, ces enfants-là n'étaient pas à la graine du Hezbollah. Et Israël ne voulait pas tuer les enfants. Contrairement au Hezbollah qui lui vise directement des civils, Israël essaie autant que possible de cibler ses cibles, d'accord? Alors c'est difficile, oui. Pour Nasrallah, on a envoyé, si je me trompe pas, je crois à peu près 80 bombes d'une tonne chacune. C'est énorme. Ben, évidemment, quand il se fait un bunker sous un bâtiment, en plein milieu d'une cité, un bunker tellement profond et tellement gardé, eh ben oui, c'est ce qu'il faut, d'accord? Il faut des grands moyens. Et c'est pour ça qu'il y a des morts civiles. Et c'est comme ça dans une guerre, sûrement dans une guerre donc, qui est commise par un organisme terroriste qui se cache par définition parmi les civils. Parlons des 2 compatriotes français qui sont d'ores et déjà morts au Liban dans les bombardements israéliens. On peut parler aussi de tous les Français d'ailleurs israéliens qui ont été aussi tués, massacrés, d'accord, le 7 octobre 2023. Là aussi, j'aimerais savoir, cette femme de 87 ans française qui a été tuée par Netanyahou et l'armée de Netanyahou, quel rôle et quelle place elle avait dans l'organigramme du Hezbollah. Tout ça n'a aucun... Alors encore une fois, une manipulation sentimentale. Ce qu'elle fait là, c'est d'ailleurs une tactique très, très connue de démagogie. D'accord ? Elle essaie de donner, non seulement de donner des statistiques, mais de donner une petite histoire très personnelle. D'accord ? C'est une jeune femme de 87 ans. D'accord ? C'est pour intensifier notre identification à cette victime. C'est tout à fait compréhensible, mais c'est une manipulation. D'accord ? On pourrait, si je commençais à vous donner toutes les histoires des 1200 personnes qui ont été massacrées par le Hamas, on n'en finirait pas pendant 3 jours. Même pendant 30 jours. D'accord ? Donc, elle a absolument raison, mais c'est juste une manipulation, de rien du tout. Donc ceux qui essayent de vous faire croire que c'est une guerre contre le terrorisme sont des gens qui acceptent l'escalade du conflit, sont des gens qui acceptent la régionalisation du conflit, sont des gens qui acceptent la guerre totale. Le conflit est régional. D'accord ? Pas par Israël. Le Hamas a fait son premier acte, Israël a réagi au Hamas. Le Hezbollah a décidé de venir prendre part, donc le Hezbollah. Après, les Houthis au Yémen ont attaqué. Après, les milices en Irak ont attaqué. C'est un conflit régional, parce que la région est en train d'attaquer Israël. C'est ça la bonne direction, c'est ça qu'il faut regarder. Surtout qui acceptent qu'il y ait encore des milliers et peut-être même des centaines de milliers de victimes civiles en plus. Voilà de quoi nous parlons. Nous ne sommes pas dans une guerre contre le terrorisme. Si, nous sommes dans une guerre contre le terrorisme, absolument. Le Hamas et le Hezbollah, tous les deux sont reconnus en tant qu'organisation terroriste depuis bien avant le 7 octobre, depuis des années, par l'entièreté du monde occidental, y compris la France et l'Union européenne. Absolument, nous sommes en train de combattre le terrorisme. Nous sommes dans une guerre totale qu'a décidé seul quelqu'un qui commet d'ores et déjà un génocide toujours en cours. Et c'est ça... Il a décidé seul. C'est pas le Hamas le 7 octobre qui a décidé tout seul de commencer cette guerre. Et le Hezbollah le 8 octobre qui a décidé tout seul de commencer la partie nord de cette guerre. Nous sommes en train de parler. Ensuite, il y a eu les frappes qui ont été faites par l'Iran avec 200 missiles balistiques qui ont été envoyés sur Israël, plus un acte terroriste qui a été commis sur le sol israélien. Ah, merci beaucoup de le rappeler. Oui, en effet, c'est vrai. Enfin, 200, là, il y a quelques jours, d'accord, la semaine dernière, l'Iran a tiré 200 missiles sur Israël. En avril, déjà, on avait tiré encore plus que ça. A provoqué 8 morts en Israël. Donc, 8 morts en Israël du fait de cet acte terroriste. Quant aux missiles balistiques, ils ont été pour la plupart arrêtés par le dôme de fer et donc ils n'ont fait aucun mort. Et c'est... Alors encore une fois, de nouveau, un petit détail pas très important, d'accord, mais juste pour montrer qu'elle ne s'est pas préparée du tout, ce n'est pas le dôme de fer qui arrête les missiles balistiques. Le dôme de fer arrête les roquettes à courte portée, tirées de Gaza et du Liban, par le Hamas et le Hezbollah. C'est le système Arrow, flèche en français,
qui stoppe les missiles balistiques. Alors, ce n'est pas très important, mais c'est juste pour montrer que c'est encore un exemple, il va y en avoir encore d'autres, que juste elle prend sa caméra, elle filme, elle ne fait pas vraiment attention aux détails, les détails ne sont pas importants, c'est vrai. Sauf quand ça l'arrange. Je veux juste vous alerter sur un point. Évidemment que nous sommes contre l'escalade et que nous nous réjouissons en aucun cas que le conflit soit en train de se régionaliser. Mais puisque partout, il va être expliqué que c'est l'Iran qui est responsable et donc que c'est une guerre à l'Iran qui doit être faite, ce que les C'est tout à fait compréhensible d'ailleurs, c'est l'Iran qui est responsable, donc c'est très évident de dire que c'est l'Iran qui est responsable. États-Unis ont d'ores et déjà annoncé en disant qu'ils allaient se coordonner avec Israël sur la réponse à apporter contre l'Iran. Alors, ça c'est vrai, mais attention, les États-Unis disent ça parce qu'ils veulent essayer de calmer Israël. Ils ont peur qu'Israël attaque les centres nucléaires de l'Iran, et donc ils veulent que l'attaque israélienne sur l'Iran, s'il aura lieu, on pense qu'elle aura lieu, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, elle n'a pas encore eu lieu, et les États-Unis veulent faire en sorte que la riposte israélienne soit modérée. Donc c'est vrai qu'ils travaillent en coopération avec Israël, mais justement pour la calmer, et non pas pour faire l'inverse. Le seul qui a une responsabilité dans ce qui est en train de se passer s'appelle Netanyahou. Et Non, dans le sud il s'appelle Sinwar, dans le nord il s'appelle Nasrallah, et en Iran, je me rappelle plus du nom du président iranien. lui qui provoque des réactions en chaîne comme ça, notamment en ayant commandité des assassinats, comme il le fait depuis maintenant 2 semaines au Liban. Donc celui qui est Oui, des assassinats contre les chefs du Hezbollah, hein, pas contre des pauvres gens dans la rue. Alors, les pauvres gens dans la rue sont touchés parce que c'est une guerre, d'accord, mais ce ne sont pas eux la cible. la responsabilité première de cet embrassement du conflit, cela vient de l'extrême droite israélienne et de Netanyahou lui-même. Encore une fois, pas du Hamas, pas du Hezbollah. Non, leurs actes terroristes, ça compte pas, ça n'existe pas. Pour qu'on soit au clair sur ce qui est en train de se passer. Et quand vous réalisez que le secrétaire général de l'ONU, qui lui est en train de condamner l'escalade guerrière dans laquelle Netanyahou plonge à la fois le peuple israélien lui-même, mais ensuite le peuple palestinien avec le génocide, le peuple libanais avec l'invasion et déjà 1/6 de sa population qui est déplacée, le peuple syrien qui est frappé, le peuple yéménite, etc., etc. Lorsqu'il dit que Netanyahou doit cesser, que nous devons aller vers un cessez-le-feu, ce qui est notre position, nous sommes sur la position des Nations Unies, eh bien que répond Netanyahou? Que dorénavant, le secrétaire général de l'ONU n'est plus une personne bienvenue et persona non grata sur le sol d'Israël. Alors, ça c'est vrai, c'est problématique, je l'avoue, d'accord, c'est quand même le président de l'ONU, et d'un autre côté, il faut regarder la réalité en face, et l'ONU de façon générale, peut-être là aussi j'en ferai une vidéo un jour, c'est même sûr, et particulièrement le secrétaire actuel de l'ONU, secrétaire général, il faut dire la vérité. On voit très bien qu'ils sont tout à fait biaisés, d'accord, ils n'essayent pas de calmer la situation, ils veulent juste calmer Israël. D'accord. On voit vraiment que c'est comme si tout était à blâmer sur Israël, exactement comme Mathilde Panot le fait. D'accord. Les autres n'ont rien à voir, c'est tous des victimes, c'est tous des pauvres, et Israël, c'est le méchant ogre qui veut absolument manger tout le monde au Moyen-Orient. Donc, personnellement, je pense que ce n'est pas une bonne décision d'empêcher la venue, s'il aurait voulu venir, du secrétaire général de l'ONU, mais bon, ça pas très important. Ce qui veut dire que Israël, par le biais de son gouvernement, ne reconnaît plus aujourd'hui les Nations Unies. C'est très grave ce qui est en train de se passer, parce que si vous n'avez plus le droit international sur lequel prendre appui, alors il ne reste plus que la loi du plus fort. Et je rappelle que tout ce qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale et après la Shoah notamment, pour que plus jamais ça ne se reproduise, ça a été justement de construire des organes internationaux, des conventions internationales qui permettent de faire en sorte d'éviter que des massacres de telle ampleur puissent se reproduire, notamment sur des civils. Alors là, je voudrais arrêter un petit peu, parce que là, c'est très très important ce qu'elle vient de dire. L'ONU, c'est vrai, a été créée pour empêcher ça. L'ONU est littéralement incapable d'empêcher quoi que ce soit dans le monde, nulle part, pas seulement en Israël ou au Moyen-Orient, mais nulle part. D'accord ? L'ONU est en fait juste une institution symbolique qui n'a absolument et littéralement aucun pouvoir de n'arrêter quoi que ce soit, ni génocide, ni guerre, ni quoi que ce soit d'autre. Le monde a appris de la Shoah, de quoi? De faire de la diplomatie. C'est très gentil ça, mais ce n'est pas ça la vraie leçon de la Shoah.
La vraie leçon de la Shoah, c'est que le peuple juif qui a enfin son indépendance en Israël, après presque 2000 ans d'exil, doit se protéger, sinon personne ne va le faire à sa place. Ce que Madame Panot voudrait, c'est que les Israéliens se fassent exterminer par le Hamas et le Hezbollah, et qu'elle puisse après aller à l'Assemblée nationale et dire nos amis israéliens, les pauvres, il faut arrêter, l'ONU doit prendre des décisions. Après qu'on en fait quoi des papiers des décisions de l'ONU? Comment on se protège des missiles? On brandit un papier en l'air? Ouais, résolution de l'ONU, résolution de l'ONU. Hein, ça va être comme le dôme de fer, c'est ça qui va arrêter les missiles du Hamas, du Hezbollah? Non, ça ne marche pas. La véritable leçon du peuple juif après la Shoah, c'est que s'il ne se défend pas, personne ne va le faire à sa place. Sûrement pas l'ONU, du moins pas dans sa façon actuelle d'être, peut-être dans une génération ce sera différent. Pour l'instant, l'ONU n'a absolument, littéralement aucun pouvoir d'arrêter qui que ce soit et quoi que ce soit de terroristes à travers le monde. Donc nous sommes dans une situation qui est le danger maximal et qu'il faut arrêter le plus vite possible. Parce que si on ne l'arrête pas le plus vite possible, tout le monde sait où ça commence, mais personne ne sait où ça va s'arrêter. Si, on sait où ça va s'arrêter, parce qu'on a déjà des exemples. Il y a eu déjà, le Hamas a pris contrôle de la bande de Gaza en 2007, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc en 2007, il a pris contrôle de la bande de Gaza, après une révolution contre l'autorité palestinienne, pas contre Israël. Israël s'est retiré de la bande de Gaza en 2005. En 2008, il y a eu une grande opération, suite à des attaques du Hamas contre Israël, il y a eu une grande opération israélienne, d'accord, une sorte de guerre, on peut dire, plus petite que l'actuelle, mais une guerre. D'accord. On a arrêté la besogne au milieu, on n'a pas fini le travail. Et donc le Hamas s'est reconstruit, il a appris ses leçons, et il est tapé encore plus fort. Et en 2014, on a eu une guerre beaucoup plus importante contre le Hamas, de nouveau dans la bande de Gaza, qui a duré cette fois-ci plus d'un mois et demi, si je ne me trompe pas, qui a fait beaucoup plus de victimes des deux côtés. De nouveau, suite à la pression internationale mondiale, Israël a arrêté, le Hamas s'est reconstruit, et on a eu 2023. Donc si, on sait exactement ce qui va se passer, tant qu'on n'éradique pas complètement le Hamas, ça va recommencer. Même chose pour le Hezbollah, qu'on a combattu pendant des années, tout le monde pendant des années, le Hezbollah était au nord pour chasser Israël. Je rappelle qu'Israël était dans le sud du Liban, environ de 1980-82 jusqu'à l'an 2000, pour combattre les organisations terroristes qui déjà à l'époque attaquaient Israël. Le Hezbollah a été fondé au milieu de ça, vers 83-84. Israël a vu que ça ne marchait pas, elle s'est retirée du Liban en l'an 2000. Depuis l'an 2000, Israël n'est plus au Liban. Donc pourquoi le Hezbollah continuerait-il à exister si toute son idée c'était de chasser Israël? Eh bien il est resté pour continuer à attaquer Israël, et c'est ce qu'il a fait, et c'est ce qui a amené à la guerre de 2006, quand le Hezbollah a fait lui aussi une incursion en Israël, a tué des soldats israéliens du côté israélien qui était juste une patrouille normale de réservistes qui gardaient la frontière, c'est tout, de façon tout à fait quotidienne. D'accord. C'est ce qui a fait le déclenchement de ce qu'on appelle en Israël la seconde guerre du Liban en 2006. Là-bas, même chose. On n'a pas fini le travail. On a arrêté. Ils se sont reconstruits pour refaire ça à partir de 2023. Donc si on sait exactement comment ça va se terminer, si on ne finit pas le travail d'anéantir les organisations terroristes, elles vont revenir dans entre 5 et 10 ans, encore plus puissantes, encore plus fortes, et avec encore plus d'armement, faisant encore plus de dégâts, encore plus de victimes des deux côtés. Donc Madame Panot veut sacrifier beaucoup de vies dans le futur pour en faire un cessez-le-feu maintenant. Quel est le rôle de la France particulier dedans? D'abord, je le dis, nous avons une histoire et normalement une voix singulière concernant le Liban. Et je trouve que la diplomatie française et le gouvernement français est très silencieux sur ce qui est en train de se passer. Je le dis d'autant plus que à la conférence des présidents mardi, j'ai demandé à la présidente de l'Assemblée nationale, au nom du groupe parlementaire de la France Insoumise, d'avoir une minute de silence pour les deux compatriotes français et évidemment les civils, toutes les personnes libanaises qui ont été tuées dans les bombardements de Netanyahou. J'ai demandé donc que l'Assemblée rende hommage à nos deux compatriotes français. Écoutez ça, c'est très important ce qu'elle va dire là. Et elle me dit il faut attendre parce que on garde les minutes de silence pour des sujets qui sont réservés à une grande émotion nationale. Est-ce que la présidente de l'Assemblée réalise qu'il y a 23 000 Français qui vivent au Liban? Entre parenthèses, selon les dernières statistiques que j'ai pu trouver officielles françaises de 2006, donc ça fait déjà 18 ans, il y a à peu près 43 000 Français en Israël. La plupart ont la double nationalité, franco-israélienne, comme moi. Mais il y a 44 000 environ Français en Israël. Juste petite anecdote.
40 000 Libanais qui vivent en France et que la France est directement impliquée dans ce qui se passe au Liban, puisqu'il y a 700 casques bleus. Je voudrais arrêter ça une minute et je voudrais revenir à l'histoire de la minute de silence. Après les attaques, le massacre du 7 octobre, qui a commencé en fait le 7 octobre et qui a duré encore quelques jours, ça a pris beaucoup de temps aux forces israéliennes pour pouvoir vraiment attraper tous les terroristes. Les derniers ont été attrapés à peu près 2 semaines après, mais ils ont encore continué à faire des dégâts pendant, on dirait, 36 heures, donc jusqu'à la fin du 8 octobre encore. L'Assemblée nationale en France, le 10 octobre, donc 3 jours après, a observé une minute de silence. Et je voudrais vous montrer un petit peu, d'accord, quand elle parle là de minute de silence pour les deux Français, il y a eu des dizaines de Français qui ont été tués dans cette attaque, dans les massacres du Hamas, et dont certains aussi qui ont été kidnappés, qui ont été des otages du Hamas. Mais je voudrais vous montrer un petit peu sa réaction, quand on lui a demandé ce qu'elle pensait un petit peu de ce massacre-là. Alors attendez une seconde, j'arrange là les vidéos, vous allez voir. C'est incroyable. Alors écoutez bien, ça, je parle du 10 octobre 2023. À la question, le Hamas est-il une organisation terroriste? Mathilde Panot esquive. Oui, enfin oui, bon, on va pas se lancer là-dessus. C'est la branche armée qui aujourd'hui est responsable de crimes de guerre. Voilà. Scandale. Vous avez entendu tous les On parle du 10 octobre 2023, 3 jours après. Alors Israël a déjà commencé à bombarder la bande de Gaza à cette époque-là, mais l'opération terrestre n'est encore très loin de commencer. D'accord. On compte encore les morts en Israël, on n'a même pas encore le bilan officiel. D'accord. Voilà sa réaction avec des Et la branche militaire, c'est un petit peu comme si on disait, non, ici c'est la branche militaire d'Israël qui est en train d'attaquer le Liban, mais ce n'est pas le gouvernement israélien. Donc vous voyez un petit peu. D'accord. Donc là, on commence à comprendre un petit peu qu'il ne s'agit pas de défendre les Gazaouis, les Palestiniens, les Libanais. Non, non, tout ça sont des prétextes. D'accord. Elle a une dent contre Israël, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Mais elle est incapable de dire qu'un massacre énorme, gigantesque, mené par le Hamas, alors que le monde entier est encore sous état de choc, elle n'est pas capable d'assumer le fait qu'il s'agit d'une organisation terroriste et d'une attaque terroriste. Vous avez vu aussi son langage corporel. C'est seulement il y a 2 jours, donc le 7 octobre 2024, qu'elle a enfin, d'accord, parce qu'elle y a été obligée, donc elle a enfin déclaré que c'était le Hamas qui était une organisation terroriste. Mais regardez bien comment elle est. Je vais vous montrer juste une partie de la vidéo. C'est une vidéo courte qui fait 1 minute 16. Je vais vous montrer le début et on va voir exactement comment elle s'y prend. Je termine par dire que cette semaine, nous commémorons évidemment les 1200 victimes de l'acte terroriste. Attendez, on va reprendre ça. Essayez de compter le nombre de qu'elle met au milieu. Vous allez voir que dès qu'elle va finir de parler des Israéliens comme victimes et qu'elle va commencer à parler des Israéliens comme les bourreaux, tout d'un coup, ça va arrêter de bégayer. Vous allez voir aussi son langage corporel que tout d'un coup, elle va redevenir forte et imposante. Regardez bien. Je termine par dire que cette semaine, nous commémorons évidemment les 1200 victimes de l'acte terroriste du Hamas, dont 800 civils, dont 42 de nos compatriotes français, et que nous continuons de réclamer la libération des otages, et nous continuons de réaffirmer surtout que la libération des otages passe par le cessez-le-feu à Gaza. Voilà. Et que tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu à Gaza, il n'y aura pas de libération des otages. Et nous commémorons aujourd'hui toutes les victimes suite à l'offensive. Et maintenant, elle passe encore 45 secondes à parler en fait de à quel point Israël est méchante, Israël est mauvaise, et les pauvres Palestiniens, les pauvres Gazaouis, le génocide bien sûr, encore une fois. Attention, les Gazaouis et les Palestiniens, c'est vraiment l'horreur pour eux. Hein. C'est une horreur, c'est une catastrophe complète. D'accord. Mais là, même quand elle veut commémorer les victimes du massacre du 7 octobre, d'accord, c'est moins de 30 secondes sur 1 minute 16, et c'est tout en bégayant et notant blablabla, et après, il faut parler à quel point Israël est méchante, alors là, de nouveau, c'est reparti bien comme il faut. On reprend la vidéo. Sous l'égide de l'ONU, 700 casques bleus français qui se trouvent au sud du Liban.
Donc la France y est directement impliquée. Entre parenthèses, 700 casques bleus français, c'est vrai. Enfin, je connais pas les chiffres, mais c'est vrai qu'il y a des casques bleus français là-bas. J'imagine que le chiffre est juste. Il y en a d'autres pays. Et on se demande d'ailleurs ce qu'ils font là-bas. Puisque visiblement, ils n'ont pas stoppé le Hezbollah. Et donc la France y est directement impliquée aussi parce que le Liban est un pays ami de longue date. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas un sujet d'émotion nationale. Peut-être, Madame Yael Braun-Pivet devrait-elle venir dans les différentes manifestations qui ont eu lieu la semaine dernière, où vous voyez des gens en pleurs parce qu'ils savent que leurs amis, leurs familles, leurs proches sont sous les bombardements, sont sur les routes sans savoir où ils peuvent aller, sont sur des routes de l'exil. C'est de ça dont on est en... Donc, j'étais... De nouveau, manipulation sentimentale, des gens en pleurs absolument. On peut retrouver plein aussi du côté israélien. Évidemment furieuse et très en colère qu'on nous refuse cette minute de silence, mais je crois que c'est symptomatique de ce qui est en train de se passer. Lorsqu'il est posé au ministre des Affaires étrangères la question de savoir pourquoi est-ce que dans le communiqué pour déplorer les morts français, il est indiqué des explosions et non des bombardements, comme si il n'y avait pas, on ne voulait pas dire qui avait tué ces Français au Liban, eh bien il ne sait pas répondre à la question. Quand vous lui demandez... Alors ça c'est une question interne française, je peux accepter absolument ce qu'elle dit là, de dire de bombardement... De le mettre de façon un petit peu plus explicite, mais je rappellerai aussi qu'elle aussi, elle omet complètement de rappeler ici le 7 octobre du Hamas, le 8 octobre, et pendant 11 mois du Hezbollah, etc. Donc elle joue à ce jeu-là de façon beaucoup plus extrême. Donc elle n'a pas à se plaindre. Condamne ce qui est en train de faire Israël, la condamnation arrive du bout des lèvres, mais aucun acte n'est posé. Et je vais vous dire, du fait de ces positions qui sont prises. Notre pays n'est plus respecté parce que quand à 17h, le ministre des Affaires étrangères français demande à Israël de ne pas envahir le Liban et qu'à 19h, Israël, par la voix de ses porte-paroles, annonce qu'ils ont envahi le Liban, alors la voix de la France n'est plus respectée. Bon, ça c'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire quoi, la voix de la France n'est plus respectée? Quoi, la France c'est le papa et la maman, et Israël c'est le petit gosse de 4 ans. Eh, tu dois aller dormir, tu dois arrêter. Et, oh, il a pas fait ce que les parents disent. C'est n'importe quoi ça. Comme si le monde entier devait être soumis à ce que la France demande. La France n'est plus crédible au niveau international. Donc nous sommes vraiment très très inquiets de ce qui est en train de se passer et je vais vous dire... Nous aussi, alors ça je vous assure, bien plus que Madame Panot, nous en Israël on est très très inquiets de ce qui est en train de se passer. Nous continuons de dire que la clé pour sortir de tout cela, c'est de faire cesser le génocide en cours à Gaza, parce que si on arrête le génocide en cours à Gaza, alors on arrête la guerre qui a cours d'Israël contre le Liban, alors on arrête l'escalade de tensions qu'il y a notamment avec l'Iran, etc. Et donc la clé de tout ça, c'est de stopper Netanyahou. Tant que nous ne stopperons... Non, la clé de tout ça, sûrement au long terme, c'est de stopper les organisations terroristes. Ça, c'est la véritable clé. Netanyahou, alors il continuera à tout va pour avoir une guerre totale, puisque c'est ce qu'il veut et c'est ce qu'il cherche depuis maintenant des mois pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Donc, stopper Netanyahou, ça implique de prendre des sanctions contre Israël, de décréter un moratoire immédiat sur les armes, et notamment, alors évidemment, il y a la France, il y a aussi les États-Unis, qui eux sont directement complices du génocide en cours et de l'escalade qui a lieu dans la région. Ça implique de reconnaître immédiatement l'État de Palestine, qui n'était pas un tabou il y a quelques mois selon le président de la République, mais qui ne l'a toujours pas fait. Alors, de nouveau, on remet l'histoire de l'indépendance des Palestiniens. Ça n'a rien à voir avec le Liban. D'accord ? Il s'agit d'une question complètement séparée. Et d'ailleurs, non plus avec le Hamas à Gaza. Comme j'ai dit, j'en ferai une vidéo et j'expliquerai un petit peu tout ça comme il faut. Avancer la solution à deux États, et puis ça implique d'agir diplomatiquement pour suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, puisque je le redis, l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël, et que c'est une des manières de faire plier Netanyahou. Est-ce qu'il faut rester aussi en contact avec le Qatar, qui est celui qui a financé à raison de millions de dollars par mois le Hamas, et l'Iran, qui finance le Hamas, et le Hezbollah, et les Houthis, et d'autres milices encore un petit peu partout? Bonne question. Vraiment, je vous alerte. Tout ce qui est mis sous le prisme de l'antiterrorisme, tout ce qui est mis sur le prisme de Israël a le droit de se défendre et
toute la rhétorique qui est mise derrière, et qui jamais ne parle ni du peuple palestinien comme s'il n'existait pas, ni du peuple libanais comme s'il n'existait pas, tout cela est une justification de ce qu'est en train de faire l'extrême droite de Netanyahou. Eh bien, Valérie, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Tout ce qu'elle est en train de dire dans cette vidéo, ce sont des excuses pour pouvoir taper sur Israël. D'accord? Elle ne regarde pas les faits en face. D'accord? Elle ne regarde pas les réalités d'organisations terroristes qui d'ailleurs menacent principalement Israël dans ce cas-là, mais aussi les États là où ils sont. D'accord? Le Hamas a conquéri la bande de Gaza en 2007, comme on l'a dit, de l'autorité palestinienne, d'accord? Qui est le représentant officiel des Palestiniens dans le monde. Le Libanais, le Hezbollah, et paralyse complètement le Liban depuis des années déjà. D'accord? Le Yémen, un tiers de son territoire est déjà en main de l'organisation terroriste. Donc, c'est ça la vérité. Cela est une justification pour l'escalade du conflit. Et nous devons à tout moment être les voix de la paix, être les voix du droit international, de ceux qui disent désescalade, cessez le feu. Donc évidemment, on va continuer à suivre très fortement cette question. Aujourd'hui, nous avons posé notre première question au gouvernement par la voix de Pierre-Yves Cadalin, notre première question au gouvernement de groupe de cette mandature. Bon, celle-là, je crois qu'on peut arrêter, on a compris. Ça y est, elle a fini, après elle passe à un autre sujet. Voilà, donc, je ne vais pas revenir sur tous les points. On a vu là, ce qu'on a vu aussi partiellement dans la vidéo précédente que j'avais fait sur Benjamin Tremblay, et que je pense qu'on va voir dans d'autres vidéos que je vais faire si je vais réagir à d'autres personnes qui parleront un petit peu de la sorte. On a vu des manipulations sentimentales. On a vu certains petits mensonges comme ça par-ci par-là, mélangés à des faits réels. On a vu surtout complètement ignorer des faits très importants, et voire même les faits qui ont déclenché toute cette guerre-là. D'accord? Elle a mentionné dans cette vidéo pas une seule fois le massacre du 7 octobre. Et oui, moi je l'ai rappelé plusieurs fois, c'est vrai. Le fait que le Hezbollah, depuis le 8 octobre, tire des missiles sans fin sur Israël, que le Yémen, d'accord, c'est les Houthis qui tirent des missiles sur Israël, tout ça, il a complètement oublié que ça existait. D'accord? Et ce genre de manipulation-là se fait très souvent. Et il faut que ça cesse. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, pour vous montrer à quel point ces personnes-là sont de mauvaise foi. Voilà. J'ai fini, j'attends vos retours en commentaire. Je ferai d'autres vidéos sur la question. J'expliquerai entre autres le problème fondamental avec la façon dont l'ONU est organisée. Et bien sûr, en quoi ça se répercute sur les décisions contre Israël. Je ferai aussi une vidéo pour expliquer la situation. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la situation en Europe et dans le reste du monde. D'accord? Juste un petit exemple comme ça, sur le petit teaser. Dans le monde entier, il y a des manifestations Free Palestine avec le drapeau palestinien. Mais le drapeau palestinien est interdit dans la bande de Gaza. Savez-vous par qui? Non pas par Israël, par le Hamas. Alors, palestinien ou pas palestinien? Alors j'en parlerai, j'en ferai une vidéo pour expliquer tout ça. Merci beaucoup, n'hésitez pas, abonnez-vous si vous voulez suivre mes vidéos, commentez en commentaire, et à la prochaine.